Chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai un peu modifié le titre et le contenu de mon exposé et donc de la contribution que je vais apporter à l'ouvrage commun qui, je crois, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai un peu modifié le titre et le contenu de mon exposé et donc de la contribution que je vais apporter à l'ouvrage commun qui, je crois, va paraître en septembre 2014. Alors j'ai intitulé mon exposé d'aujourd'hui « Philbert Atsran et Michel Debré, même conviction, même combat ». La conception que le général de Gaulle définit de la grandeur de la France conditionne la destinée de l'empire colonial pendant près de 3 décennies, c'est-à-dire de la fin de la Seconde Guerre mondiale au moment de la conférence de Brazzaville jusque dans les années 70, plus précisément jusqu'en 1972 en ce qui concerne Madagascar, où la première République est renversée. Michel Debré, et comme le général de Gaulle, travaille dans ses anciennes colonies pour le maintien des intérêts français, tout en sauvant les apparences d'une bonne volonté d'émanciper les possessions de la France. Et le général de Gaulle le trouve en Michel Debré, fidèle compagnon pendant la Résistance, puis militant du RPF, ensuite Premier ministre de la Premier ministre de la Ve République et exécutant zélé et convaincu de ses idées. Voilà ce qu'il trouve en Michel Debré, de mon point de vue, c'est-à-dire de Madagascar. Du côté de Madagascar, Philbert Atsran représente un ardent défenseur du maintien de la présence française et en même temps un habile stratège qui témoigne d'une intelligence de la situation, à savoir la nécessité de satisfaire une aspiration forte des Malgaches et de la communauté internationale, aspiration à l'émancipation des territoires encore sous tutelle à la fin des années 50. Tout cela favorise des relations cordiales entre Michel Debré et Philbert Atsran, relations renforcées de surcroît par un même anticommunisme militant durant cette période de guerre froide. L'un en France métropolitaine, puis surtout à La Réunion, l'autre à Madagascar, ont toujours pourchassé les partis communistes ou partis entretenant des relations avec ces partis communistes-là. Et tous deux s'illustrent ainsi par des méthodes de gouvernement et des pratiques politiques antidémocratiques, perceptibles notamment durant les campagnes électorales et en ce qui concerne le traitement des fonctionnaires. C'est valable aussi bien à Madagascar qu'à La Réunion. Alors, je voudrais d'abord parler de la période 46-58, c'est-à-dire les convictions des deux personnalités politiques, c'est-à-dire Michel Debré et Philbert Atsran, c'est-à-dire qu'il faut consolider les liens entre la France et les territoires d'outre-mer. Cela est révélé de manière explicite durant la conférence de Brazzaville, où, tout en reconnaissant la nécessité de faire participer les populations des colonies à la gestion de leurs affaires intérieures, les participants, qui sont uniquement des représentants du pouvoir colonial, écartent toute idée de self-government, même dans un avenir éloigné dans ces possessions. Ainsi, des avancées incontestables sont constatées en 1945-1946, mais la 4e République s'arrête là. Il est vrai que le général de Gaulle a démissionné en 1946, entre-temps, et que les autorités observent une attitude pour le moins immobiliste vis-à-vis des territoires d'outre-mer, d'Afrique noire et de Madagascar. N'oublions pas que c'est la période de la guerre d'Indochine, puis le début de la guerre
d'Algérie. Pendant ce temps, à Madagascar, en 1946, est fondé opportunément pour les dirigeants, je ne dis pas par, mais pour les dirigeants français, un parti favorable au maintien de la présence et des intérêts français dans le pays, le Parti des déshérités de Madagascar, le PADESMA. Face aux partis nationalistes qui ont le vent en poupe, ce parti, dont Philbert Tsrana figure parmi les fondateurs, ne considère pas l'indépendance comme une priorité. Le plus urgent pour les, entre les guillemets, côtiers, étant plutôt de hâter les progrès de l'enseignement et la formation d'une élite intellectuelle d'origine, entre les guillemets, toujours côtière. Ce parti est même reconnaissant à la France d'avoir aboli l'esclavage et considère la chère mère patrie comme un sauveur. Mais Philbert Tsranana a su évoluer en fonction du contexte malgache et international, et comme il pense que l'indépendance est inéluctable, il vaut mieux épouser ce point de vue et le contrôler. À partir de 1956, avec la loi cadre, puis en 1958, au début de la Ve République, une telle vision de la destinée de l'Union française le rapproche des autorités françaises à Madagascar et de la grande colonisation. Celles-ci, c'est-à-dire les autorités françaises de Madagascar et la grande colonisation, soutiennent alors ce parti qu'il a fondé, que Tsran a fondé en décembre 1956, à savoir le Parti social-démocrate, qui parvient sans mal à faire voter oui au référendum de septembre 1958. À partir de là, les événements vont se bousculer. Il devient président de la République en mai 1959, puis négocie avec son équipe au pouvoir le transfert des compétences, c'est-à-dire l'indépendance, entre février et avril 1960. Dans une deuxième période, c'est-à-dire cette période charnière de la marche vers l'indépendance et l'obtention de l'indépendance de 1960, 1958 et 1960, entre 1958 et 1960, on voit très bien les relations étroites, cordiales et même familiales, comme disent aussi bien Philbert Tsranana que Michel Debré, entre l'équipe du général de Gaulle, d'une part, et les représentants du pouvoir malgache, d'autre part, c'est-à-dire pendant les négociations du transfert de compétences et les négociations sur les accords de coopération. C'est surtout pendant cette période, donc, qu'on perçoit le mieux l'identité de vue entre le Premier ministre français, Michel Debré, et le président de la République malgache, Philbert Tsranana. Tous les deux se prononcent pour une indépendance politique officielle de Madagascar, tout en maintenant les intérêts primordiaux des Français à Madagascar, c'est-à-dire partir pour mieux rester. La formule n'est pas de moi, bien entendu. Cela se manifeste particulièrement lors des négociations menées pour le transfert des compétences, où tous les participants en révèlent l'ambiance cordiale, voire familiale, où elle se déroule. En outre, il s'agit plus de discussions sur des détails techniques que sur des questions de principe politique, ce qui explique la rapidité avec laquelle elles ont été menées, moins de 2 mois, contrairement à ce qui s'est passé pour la même période pour les négociations entre la France et les représentants du Mali. Le terme même d'indépendance donnée est utilisé par Philbert Tsranana, et cela en dit long sur les résultats de ces pourparlers. Ainsi, la proclamation de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960 est suivie le lendemain de la signature des accords de coopération
lesquels consacrent le maintien des intérêts français et de relations étroites entre les deux pays. L'accord satisfont-ils aussi bien l'ancienne puissance colonisatrice que les autorités de la Première République malgache, ce qui n'est pas, bien entendu, le cas de la presse d'opposition. Dans la version finale, je vais insister là-dessus, bien entendu, et le rôle de l'opposition pendant cette période. Mais enfin, une presse d'opposition, on peut la faire taire par une législation appropriée. Enfin, Michel Debré et Philippe Beratsranana montrent encore un autre point commun entre eux, un anticommunisme militant, générateur de pratiques non démocratiques du pouvoir. Et je voudrais dire quelques mots de cet anticommunisme militant que l'on trouve aussi bien chez le premier président, chez le président de la République malgache et chez Michel Debré, mais bon, dans ce domaine, je ne vais pas trop insister. En cette période de guerre froide, dans les années 1960, Michel Debré, Premier ministre puis député de la Réunion, et Philippe Beratsranana, président de la République de Madagascar, se révèlent résolument leur appartenance à ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. C'est ce qui apparaît notamment aux Nations Unies et dans les déclarations à la presse. Cela se manifeste aussi par la chasse aux communistes menée par Michel Debré à La Réunion, notamment à des fonctionnaires communistes, et la chasse au PCR, je n'insiste pas. À Madagascar, des élections non libres et non transparentes empêchent le Mouvement national pour l'indépendance de Madagascar, le MONIMA, de se faire représenter à l'Assemblée nationale, tandis que l'autre parti d'opposition, le Parti du Congrès de l'indépendance de Madagascar, l'AKFM, parti d'opposition mais plus légaliste, ne parvient à faire élire que 3 députés et seulement dans la capitale où il est plus difficile de fausser les résultats d'élections. Et finalement, la Première République malgache tombe sous les coups de la révolte du MONIMA en 1971, et la Première République est achevée par les manifestations de mai 1972, qui n'éclatent pas seulement dans la capitale. La Première République, donc, tombe sous les coups d'une opposition qui se manifeste entre 70 et 72. Je ne peux pas développer, et ce n'est pas l'endroit pour le faire d'ailleurs. À cause de ces pratiques politiques antidémocratiques, anticommunistes, à cause de cette politique-là, et aussi qui révèle la présence, une politique qui révèle la présence persistante des intérêts français et la présence trop voyante des coopérants français dans les ministères, dans les écoles, dans le quotidien des Malgaches. En tout cas, entre 1958 et 1972, la Première République constitue les débuts de ce qu'on appelait communément à l'époque la France-Afrique, et dont l'existence, sans le terme bien entendu, persiste peut-être encore plus tard. Mesdames et messieurs, je vous remercie.